Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le fonctionnement d'une application logicielle basée sur une architecture de type microservice et comprenant un système de gestion de cartes à jouer, de jeux avec ces mêmes cartes et d'utilisateurs interagissant entre eux, le tout de manière fonctionnelle. Et commençons sans plus attendre en connectant un utilisateur déjà existant dont le pseudonyme est test1 et le mot de passe TP1. Il se connecte et se retrouve sur la page d'accueil. Dans le même temps, un autre utilisateur, nouveau sur le service, s'inscrit avec donc le nom de démo2, le pseudo test2 et le mot de passe TP2. Il s'inscrit et est redirigé sur cette page. Avant d'examiner ce qui va se passer par la suite, examinons un peu ce qui s'est passé dans le back-end au moment respectivement de la connexion et de l'inscription de ces deux utilisateurs. Que ce soit au moment de l'inscription ou de la connexion, nous avons des web services qui vont être sollicités. Donc, dans notre cas, le web service connexion va être sollicité lors de la connexion et le web service user, qui est en communication directe avec la base de données, est sollicité lors de l'inscription. Revenons maintenant au front-end. Vous pouvez voir sur cette page que l'utilisateur nouvellement inscrit reçoit 3 cartes gratuites. En l'occurrence, il peut découvrir ici qu'il s'agit de Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. Que s'est-il passé pour cela dans le back-end? Au moment de l'inscription, c'est un autre web service qui va être sollicité, celui des cartes, qui est en communication directe avec la base de données des cartes. Au moment de l'inscription, nous fournissons à l'utilisateur qui vient de s'enregistrer 3 cartes gratuites en précisant un des attributs des cartes comme étant l'ID de l'utilisateur qui est créé. Cet ID, nous allons ensuite le stocker dans notre session storage afin de pouvoir y accéder au niveau d'énormément de requêtes qui nous seront utiles par la suite. Donc je laisse continuer Cyprien au niveau du back-end. Une fois que l'utilisateur a découvert ces 3 cartes, il peut alors cliquer ici pour continuer et se retrouve sur la page d'accueil, la même que celle où navigue Démo1. Démo2 souhaite se faire de l'argent et vendre une de ses cartes. Il va donc ici et parmi ces 3 cartes, il décide de mettre en vente Carapuce. Il appuie alors il vérifie d'abord de quelle carte il s'agit en cliquant dessus tout simplement. Il peut la visualiser sur le côté et, une fois qu'il a choisi de la mettre en vente, appuyer soit sur cette icône, soit sur celle-ci, ce qui aura exactement le même effet, en l'occurrence, mettre la carte en vente. Comment cela est-il possible? Alors, ce qui s'est passé ici, c'est une fois que nous avons cliqué sur le bouton vendre, nous avons envoyé une requête à l'adresse du web service market. Alors, ce web service market, il a 2 rôles principaux, vendre et acheter les cartes. Lorsque nous vendons une carte, nous modifions simplement un attribut de cette carte dans la base de données des cartes. Cet attribut, c'est tout simplement un integer qui, lorsqu'il est à 0, signifie que la carte n'est pas en vente. Lorsqu'il est à 1, signifie que la carte est en vente, ce qui va ensuite nous permettre de pouvoir récupérer toutes les cartes en vente. Lorsque nous appuyons donc sur le bouton vendre, nous changeons tout simplement cet attribut de 0 à 1. Continuons donc avec le service achat. Une fois que la carte est mise en vente, un autre joueur peut donc décider de l'acheter en allant dans l'onglet Buy Cards.
Ici, il n'y a qu'une seule carte sur le market, celle qui vient d'être mise en vente par Demo2. Et en l'occurrence, l'utilisateur démonstration 1 décide de l'acheter. Nous pouvons voir alors qu'il vient d'être débité et logiquement que l'utilisateur 2 vient d'être crédité. Concrètement, au niveau du back-end, que s'est-il passé là encore? Au niveau du back-end, c'est encore une fois le web service market qui va être sollicité. Comme nous l'avons dit, pour l'achat et la vente. Au niveau de l'achat, ce n'est pas. On va également modifier l'attribut market, donc le booléen qui signifie que la carte est en vente ou non, mais on va également modifier l'ID du possesseur de la carte en le modifiant en passant de l'ID du vendeur à l'ID de l'utilisateur, ce qui va nous permettre de ensuite récupérer cette carte en tant que carte de l'acheteur. Donc continuons avec la découverte du front-end. Donc, nous avons donc dit que l'utilisateur venait d'être débité, et donc logiquement que l'utilisateur qui venait de vendre sa carte venait d'être crédité. Et pourtant, cela n'apparaît pas. L'explication est en fait toute simple. L'argent est stocké dans un session storage, autrement dit une variable locale sur l'ordinateur. Alors bien sûr, l'argent est stocké sur les serveurs. Ce que je veux dire, c'est que l'argent affiché sur la page est récupéré dans une variable locale, qui est inscrite lors de la connexion de l'utilisateur. Si donc l'utilisateur souhaite voir son solde en temps réel, parce qu'il suppose qu'une de ses cartes a été achetée, il faut alors qu'il se reconnecte, en l'occurrence ici, et alors, effectivement, son argent a bien été mis à jour dans la base de données, et cette fois, lorsqu'il s'est connecté, le session storage a donc modifié la valeur déjà présente concernant son argent et nous présente sa valeur réelle. Examinons maintenant, après avoir fermé cette console, le fonctionnement des salles de jeu. Le joueur 2 décide de vouloir jouer et se rendant compte qu'aucune room n'est disponible, décide d'en créer une nouvelle. Il peut alors lui donner un nom, en l'occurrence room test, et une mise, en l'occurrence 50. La mise ne peut pas excéder la somme d'argent disponible sur son compte, sinon il reçoit un message d'erreur. Une fois qu'il a décidé le nom et la mise, il peut alors cliquer sur Submit et choisir une carte parmi celles qui lui restent pour jouer dans la roue. En l'occurrence, il pense que Bulbizarre est une carte fiable. Il est alors dirigé sur une page d'attente. En effet, il faut que quelqu'un d'autre se connecte à la même room pour que les deux joueurs, l'un contre l'autre, puissent s'affronter. Testons cela immédiatement avec l'utilisateur 1, qui, revenu à la page d'accueil, décide de jouer. Sauf que cette fois, il a vu qu'une room avait été créée et il décide de la rejoindre. Que se passe-t-il? Faites bien attention notamment ici. Lui rejoint immédiatement et en parallèle, lui envoie des requêtes. Et normalement, il est censé savoir que la room a été rejointe. Il faudrait peut-être que l'utilisateur 2 choisisse une carte. Ah, effectivement, j'avais oublié ce détail. La room n'est pas complètement rejointe tant que l'utilisateur 2 n'a pas choisi sa carte. L'utilisateur 2 a deux carapuces, il se dit qu'il peut en jouer une des deux, et donc il choisit celle-là. Et alors automatiquement il rejoint la room, et cette fois, l'utilisateur 1 rejoint la room, et l'utilisateur 2, qui attendait que quelqu'un la rejoigne, est automatiquement redirigé dessus lui aussi. Dans le back-end, comment tout cela est-il géré? Au niveau du back-end, nous disposons d'un web service totalement dédié au room. Alors ce web service, il a diverses méthodes que nous appelons toujours depuis le JavaScript, dont une méthode pour créer la room, une
Malheureusement, notre présentation va devoir s'arrêter ici. En effet, le jeu n'a pas encore pu être codé au niveau de l'API Java, ce qui fait que le microservice jeu n'est pas fonctionnel. À notre plus grand regret, évidemment. C'est donc avec tristesse que nous vous annonçons la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. C'était une vidéo qui vous était présentée par Cyprien Galland et Mathieu Riwal, en union avec le reste de leur équipe, à savoir Alice Bataillon et Marianne Moreau. Tous les quatre ont codé ensemble et espèrent avoir répondu au cahier des charges. Nous restons bien sûr tous à votre disposition pour toute information complémentaire sur le fonctionnement de cette application logicielle. Encore une fois, merci de votre attention et bonne journée.